Gunther est le fondateur et directeur de ZERI, Zero Emissions Research and Initiatives, un réseau mondial qui recherche en permanence des solutions durables pour la société. Gunther est souvent comparé au Steve Jobs du développement durable, donc vous verrez ce qui en est dans sa conférence. Je remercie beaucoup cette invitation pour la 5e journée de la transition numérique et future. On se pose la question si la transition numérique et la transition énergétique sont-elles réconciliables. Moi, je suis un auteur de livres, je suis un entrepreneur, je suis un faiseur et pas un diseur. Quand on me dit que je suis un conférencier, je rouspète, je dis non, je suis pas du tout un conférencier. Je limite les interventions à 25 par an parce que moi, je souhaite me dédicacer à l'action et pas à l'échange. Nous avons une extraordinaire information disponible pour nous convaincre que l'action est dans l'immédiat et est nécessaire. Malheureusement, nous avons pris cette culture d'analyse, des réflexions, des commissions, des audits, des plans d'affaires, des plans stratégiques. Et je crois que nous sommes assez bien informés de prendre et de passer à l'action que seulement de faire encore la réflexion. Raison pour laquelle je vous affirme dès à présent et dès le début de ma conférence que non pas seulement est la transition numérique et la transition énergétique nécessaires, les deux sont à faire dans l'immédiat. Je crois que notre plus grand problème aujourd'hui, c'est notre modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires qui nous oblige toujours de chercher les prix, les meilleurs marchés. Si la concurrence mondiale dépend de toujours trouver les prix, les meilleurs marchés, nous sommes obligés de tricher, de ne pas prendre soin de nos communautés, de nos employés, et nous ne pouvons jamais prendre soin de notre environnement. Si moi je fais un calcul du prix de revient de l'énergie, il est évident que même aujourd'hui, l'énergie solaire, l'éolienne, l'hydrogène et pas mal d'autres sources ont du mal à faire la concurrence avec le charbon, le nucléaire. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut seulement faire le calcul du coût total ou est-ce qu'il y a un autre modèle possible? Parce que si nous souhaitons seulement être le meilleur marché, nous ne serions jamais dans une option stratégique pour transformer la société dans une société durable. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que ce que nous devons faire dans ces transitions numériques et ces transitions énergétiques, c'est dans l'immédiat de nous concentrer sur le modèle d'affaires qui nous permet de créer des plus-values. Si mon but est seulement de veiller sur les coûts et de ne plus veiller sur la résilience, eh bien, nous allons vivre des expériences comme nous vivons aujourd'hui avec le confinement et avec le lockdown, c'est-à-dire que nous avons un effondrement de notre économie au lieu de nous préparer pour un grand futur qui est quand même de ce que nous en avons besoin. Si je parle de la transition numérique et la consommation énergétique, il est clair que nos serveurs sont des énergivores. Il est clair que l'usage de l'Internet et le Internet of Things sont les deux très énergivores. Nous sommes devenus des grands consommateurs et nous avons permis au secteur de l'information, du data mining, nous avons permis qu'on consomme de plus en plus d'énergie, et si on le combine avec les milliers d'antennes de 5G, 4G et autres 6G qui vont être introduits dans les années à venir, nous nous rendons compte qu'il y a une surconsommation énergétique qui est hors du contrôle. Il y a des rapports qui nous indiquent que pour 2030-2040, probablement le 10, le 15, voire le 20% de toute nécessité énergétique sur le monde est requis, est nécessaire pour faire tourner
les serveurs, les communications, les IoT, les 5G, etc. Alors comment est-il possible que nous faisons toute une analyse sur les effets de serre, des gaz de serre de ce changement climatique d'un côté, et de l'autre côté, on laisse la liberté à cet secteur numérique de consommer de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut seulement substituer le charbon et le nucléaire par le solaire et l'éolienne? Ou est-ce que nous avons une opportunité qui va au-delà de ça? Et je crois que nous devons nous concentrer à court terme sur ce que j'appelle les clusters des secteurs. Comme il y a 25 ans, au Japon, on a lancé une révolution en combinaisant ce qu'on appelle Communications and Computing, le CNC. C'était l'entreprise NEC qui a lancé à l'époque le concept du CNC pour mettre en évidence la nécessité de mettre les deux ensemble, la communication et le computing. Les deux secteurs aujourd'hui sont devenus un secteur, car il est impensable que vous avez des puces qui font tourner les informations, les données, sans avoir immédiatement la communication. Mais la communication, elle, devient beaucoup plus intense. On a besoin de plus en plus d'énergie pour que toutes les informations soient transitées, soient quand même transférées par une voie radio. Et cette communication, comme nous le connaissons avec les 4 et les 5G, ce sont des communications énergivores. La raison est simple, nous avons des fréquences radio très limitées et la seule manière d'éviter des interférences, c'est de mettre plus d'énergie, de faire de plus d'énergie et de plus d'énergie, avoir de plus en plus d'antennes afin que nous ayons quand même cette connectivité qui peut arriver prochainement à 1 million de communications, 1 million de connexions par kilomètre carré. Dans cette optique-là, est-ce que nous allons vivre et est-ce que nous allons partager dans une nouvelle optique scientifique qui nous permettra de faire beaucoup plus de ce qu'on fait aujourd'hui? Il est évident que moi, je crois que la démocratie numérique dépend avant tout de la disponibilité de beaucoup plus de fréquences d'ondes, de fréquences de communication que nous offrent les radios. Comme il n'y a qu'une plus ou moins 1000 fréquences radio disponibles, la transition numérique est indispensablement vers la communication par voie lumière. Pourquoi la lumière? Premièrement, parce que la lumière est l'infrastructure plus disponible dans la société. Si vous avez une communauté, vous avez une maison, vous avez de la lumière. Et ce n'est pas du tout le cas avec le 5G, ni avec le 4G, ni avec le Wi-Fi. Alors la transition numérique dépend d'un système d'infrastructure qui est omniprésent dans toutes les cultures, dans toutes les régions, dans tous les segments de revenus, avec des gens qui ont peu de possibilités de se permettre des grandes innovations de communication comme le 5G, mais des gens qui ont seulement la possibilité de se connecter avec ce qui est localement déjà disponible. Vous voyez déjà là un des concepts de base de l'économie bleue, un des concepts très importants qui propose que nous travaillons avec ce qu'on a disponible. Eh bien, mesdames et messieurs, l'infrastructure le plus installée dans le monde entier, c'est la lumière. Raison pour laquelle il faut que la lumière devienne quand même le backbone, la base de nos communications numériques. Mais quand vous dites lumière, vous dites aussi lumière par différentes fréquences. Et comme il y a plus d'1 milliard de fréquences disponibles avec la lumière, nous voyons immédiatement une transition numérique vers une transition numérique démocratique.
Ça veut dire que presque tout le monde pourrait se connecter si nous avons installé la technologie LiFi, qui est une technologie française qui fut développée par le professeur Dr Suat Topsi à l'université Saclay il y a déjà 15 ans. La transmission des données par lumière qui, quand même, s'approprie d'une infrastructure déjà disponible, c'est exactement une proposition, ce que j'appelle la proposition économie bleue. On utilise ce qui est possible, on utilise ce qui est disponible et on fait beaucoup plus avec ce qu'on a déjà. Alors, l'infrastructure de lumière devient également infrastructure pour captation, distribution des données et de la géolocalisation. Pour moi, c'est un saut en avant qui nous permet pas seulement d'avoir une démocratisation, mais aussi de passer dans la transition numérique, de passer du 2D au 3D. Je rappelle tout le monde, quand un enfant est né, l'enfant a autour de soi une réalité. Et cette réalité que l'enfant va découvrir est une réalité en 3D. Et tout d'un coup, quand l'enfant a 6 ans, 8 ans ou 10 ans, devant soi, il y a un Game Boy, il y a un appareil de communication, ordinateur, iPad, iPhone, smartphone, quoi que vous voulez l'appeler. Mais tout d'un coup, nous sommes en train d'obliger les enfants de passer de la réalité en 3D dans une réalité en 2D. Pour moi, c'est choquant que nous avons cette clarté que nous passons dans l'éducation Zoom, dans l'éducation numérique, mais nous oublions qu'on est passé d'une éducation, d'un entourage de 3D en 2D. Il ne faut pas être un grand scientifique pour savoir que la transition de 3D en 2D est une diminution de facteur 1000 de degrés de liberté. Mais si je fais l'analyse au propos de cerveau des gens, si vous avez les yeux qui se connectent avec une réalité autour de soi en 3D, eh bien vous utilisez beaucoup plus de neurones quand vous le faites en 2D. N'oublions pas que quand vous avez une lumière autour de vous, et vous avez vos yeux qui fonctionnent avec une lumière qui est assez jaune, pas trop bleue comme les LED, mais une lumière rouge-jaune, dans ce cas-là, vos yeux se connectent avec 150 millions de neurones. Si de l'autre côté, vous utilisez les nouvelles lumières LED, qui sont des LED bleus, eh bien, vous imitez la lumière soleil dans votre chambre où il n'y a pas de soleil présent. Ça veut dire que vos yeux, dans ce cas-là, se connectent seulement avec 5 millions de neurones. Ça veut dire que nous avons 24 fois moins de connexions de neurones quand vous avez une lumière bleue que quand vous avez une lumière jaune-rouge. Pour moi, c'est fascinant de savoir que nous avons pas seulement cette réduction de connectivité de vos yeux avec les neurones parce que nous avons un changement de lumière, mais nous avons en plus ce changement de 3D en 2D. Le résultat en étant, c'est que nous ne développons plus les cerveaux comme est le potentiel de nos cerveaux. C'est exactement dans cet esprit-là que nous avons besoin d'une transition numérique qui utilise au maximum possible le développement des connectivités entre les neurones et nos yeux. Et les scientifiques sont tous d'accord qu'aujourd'hui, l'Internet avec l'écran 2D et l'Internet avec une lumière qui est trop bleue, nous sommes en train de limiter le développement intellectuel de tout le monde. Nous nous croyons intelligents, nous nous croyons bien informés, nous nous croyons quand même dans cette ère de l'Internet et de l'informatique, tandis que nous sommes en réalité dans un mode de développement intellectuel
qui est en train de limiter l'usage de notre cerveau. Mesdames et messieurs, c'est quand même important que nous passons de la réalité à une nouvelle réalité. La réalité du numérique, elle est connue. La réalité est quelque chose que nous avons devant nous. C'est une réalité où nous croyons qu'il y a beaucoup de possibilités, mais les possibilités sont plutôt du data mining, que j'appelle de l'autre côté du data farming. Nous sommes en train de faire l'extraction des données à base des IoT, à base des communications qui sont fortement centralisées et qui sont tous envoyés vers des serveurs qui sont contrôlés par peu d'opérateurs. Eh bien, nous avons de l'autre côté cette grande révolution de l'Internet par lumière qui est de facto décentralisée, combinée avec un aperçu qui est en 3D, mais le 3D avec le système de transmission de données que nous avons disponible aujourd'hui est impossible. Je m'explique. Tout ce que nous avons aujourd'hui sur Internet est en 2D. Les photos, les vidéos, les documents, les Facebook, les likes, tout ça est en 2D. Pour faire une transmission en 2D, vous avez besoin au maximum, si vous avez des très gros écrans de très grande qualité, vous avez besoin d'un maximum d'1 million de pixels, 1 million de pixels qui sera renouvelé 6 fois par seconde. Mais si nous avons les nouveaux écrans, comme ils furent développés par Looking Glass Factory à Brooklyn et à New York, comme ça a été proposé par Sony pour son lancement en 2021, mesdames et messieurs, nous avons besoin de 150 millions de pixels par écran. Parce qu'on n'a plus un écran avec des LED, avec des petites lumières qui s'ajustent, nous aurons des grands espaces de lumière où les ondes de lumière sont aussi utilisées pour activer pas les pixels, mais les photons. C'est-à-dire que nous avons des ondes lumière avec des photons activés. Ça veut dire que si vous utilisez cet espace comme ça est déjà techniquement possible aujourd'hui, vous n'avez pas 1 million, mais 550 millions de photons activés. Alors, 1 million de pixels versus 550 millions de photons activés, vous vous imaginez qu'en plus, nous avons, grâce aux photons qui agissent quand même beaucoup plus vite que des pixels des LED, nous avons la possibilité de renouveler 60 fois par seconde les données sur les photons. Ça veut dire que nous avons une explosion de demandes de transmission de données qui est impossible avec les systèmes de radio-ondes d'aujourd'hui. J'espère que je vous dérange pas trop avec les nouvelles technologies et les nouvelles possibilités. Mais quand il y a la dite annonce de la grande technologie du 5G, mesdames et messieurs, pauvres impressions moi j'ai de cette technologie, parce que nous avons besoin, pour mettre la réalité devant nous en 3D avec cette technologie qui existe, on a besoin d'une autre technologie qui est capable de faire une transmission de données, pas au maximum d'1 gig par seconde comme fait le 5G, mais de 2, 3, 4, 5 téra par seconde. Et aujourd'hui, il n'y a aucune technologie de radio-ondes qui, ni à court ni à long terme, sera capable de le faire. C'est seulement la technologie du Li-Fi, la technologie de l'information par lumière, l'information de transmission par lumière, qui nous permet de nous imaginer un Internet qui fonctionne en 3D. Ce fonctionnement en 3D sera la vraie transition numérique dont nous avons besoin pour que nous puissions quand même, comme je l'expliquais au début, d'utiliser la capacité de notre cerveau au lieu de nous soumettre à des campagnes publicitaires qui sont même que seulement des campagnes publicitaires parce que le potentiel que nous avons va au-delà de ça. Alors,
Pourquoi est-ce que je vous explique en détail les light fields, les espaces de lumière qui vont quand même nous permettre d'être en 3D, la possibilité de faire une transmission par lumière? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parce que cette technologie nous permet, pour la première fois dans l'histoire, de voir comment l'Internet ne veut pas continuer à être énergivore, comme vous le dites bien en français, que pour être énergivore, vous seriez pour la première fois capable d'avoir une meilleure transmission de données, une meilleure visualisation des données en 3D, et bien, tout en consommant 80 à 90% moins d'énergie. C'est ça ce qui m'intéresse dans le débat que nous avons souhaité soulever avec vous aujourd'hui. Dans cette conférence sur la transition numérique et la transition énergétique, eh bien, il faut qu'on parle de la possibilité, pas d'économiser un peu d'énergie, ça c'est pas suffisant, il faut vraiment faire une chute, une économie d'énergie qui est transformative. Et cette économie d'énergie d'un facteur de 4-5 grâce à cette transition est ce que nous devrions rechercher à court terme. Le grand avantage, c'est que cette technologie n'est pas seulement disponible, elle est connue. Mais si je le combine alors avec la deuxième transition que je vois nécessaire, la première, c'est la transition du 2D en 3D, la transition de radio-onde en onde-lumière, fréquence-lumière, eh bien, l'autre transition que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est cette transition qui nous permet de travailler ensemble dans ce que j'appelle du data farming. Quel est le grand débat que nous avons aujourd'hui? Eh bien, le data mining est quand même contrôlé par très peu d'entreprises. Le data mining avec les API, les permis d'échanger les informations, ont été construits afin que toute l'information soit contrôlée par peu d'entreprises. Et les entreprises de transmission de données, comme les entreprises qui opèrent les smartphones et qui opèrent quand même nos systèmes de computing, de transmission des données et d'échange des informations, eh bien, toutes ces opérations sont structurées pour fournir les données aux 5-6 grands opérateurs du monde. De ce que nous avons besoin, c'est que le data mining, qui est vraiment du mining, où grâce au IoT, on a accès à toutes les informations de tout ce que vous faites tout le temps, eh bien, nous devons faire une transition vers ce que j'appelle le data farming. Le data farming a besoin des pépinières d'informations. Ce n'est pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. La stratégie est d'avoir une couverture avec des antennes qui vont capter toutes les données et quand même une entreprise comme Apple est payée une commission par volume de données qui sont transitées par leur téléphone. Mesdames et messieurs, nous avons un système qui permet le contrôle de toutes les données par peu d'opérateurs. Il est quand même un peu surprenant que quand vous êtes à Paris et vous êtes à Charles de Gaulle et vous vous demandez comment est-ce que je pourrais prendre le RER de me rendre à mon hôtel, que la demande que vous mettez sur Google est renvoyée sur 4-5 serveurs du monde entier, qu'il y a une petite connexion qui se fera avec un fibre optique, mais qu'immédiatement ce fibre optique envoie toute cette simple demande d'information sur un train de passage en RER de l'aéroport en ville, que toutes ces données sont immédiatement transitées sur des serveurs outre-mer. Même pas en France, mais outre-mer. C'est-à-dire que nous avons utilisé
les fibres optiques transatlantiques avec un but de faire arriver, de canaliser la totalité des demandes vers des serveurs qui sont plus les nôtres. Et bien entendu, quand vous avez ce gros volume de tout le monde qui cherche quand même son moyen de transport de Charles de Gaulle au centre-ville de Paris, que toutes ces demandes entrent dans des serveurs outre-mer, vous avez effectivement l'opportunité outre-mer de faire le data mining. L'Europe est pauvre en data mining parce que l'Europe n'a jamais fait une réflexion sur le data mining. L'Europe a tout fait pour mettre l'infrastructure des fibres optiques transatlantiques, transpacifiques, partout. Nous avons mis les fibres optiques partout afin que l'information puisse passer beaucoup plus vite à l'autre côté du monde, là où les serveurs vont faire tout pour quand même digérer toutes ces informations et faire le data mining. Comment est-ce que nous allons imaginer la petite pépinière de données, la petite pépinière de données qui nous permet de faire du data farming? Mesdames et messieurs, je crois que la grande transition dont nous avons besoin dans les années à venir, c'est pas seulement les transitions dont j'ai parlé, du LiFi, du 3D, mais c'est également de passer du concept du data mining au concept du data farming. Mais pour avoir une ferme où vous vous laissez pousser les informations, eh bien, vous avez besoin des pépinières. Mais comment pourrions-nous créer des pépinières pour l'information? Eh bien, je reviens à la technologie que je viens de décrire, c'est le LiFi. Le LiFi, l'Internet par lumière, qui exploite la totalité de l'infrastructure de la lumière, qui est soit dans anciens câbles en cuivre, soit avec une nouvelle infrastructure en fibre optique, mais en utilisant les structures qui sont disponibles, nous allons pouvoir créer localement des pépinières d'information. Les pépinières d'information qui seront structurées par communauté, par village, par quartier dans la ville, parce que c'est là où nous pouvons mettre à la disposition des gens toutes les informations dont tout le monde a besoin tous les jours sans devoir transiter par fibre optique transatlantique à des serveurs outre-mer. Imaginez-vous que toutes les informations autour du métro de Paris, toutes les informations autour du RER, autour de Paris, eh bien que toutes ces demandes, toutes ces informations soient seulement gérées à l'intérieur de Paris. Ça a du sens, parce que si vous faites la gestion de toutes ces informations à l'intérieur de Paris, mesdames et messieurs, vous allez économiser 40, 50, 60% d'énergie, parce que vous ne faites plus tourner les serveurs outre-mer, vous le faites localement dans les systèmes que vous contrôlez vous-même. La révolution que nous prévoyons, c'est que le système du data mining et avec tous les problèmes de contrôle de votre privacy, des respects de données des gens, eh bien, comme le LiFi est capable de contrôler l'usage des données et les usagers des données, eh bien, nous avons la possibilité de limiter très strictement le quartier où vous allez mettre vos pépinières de données. Si nous avons tous les données à propos de l'école, à propos de l'hôpital, la police, si nous avons des données sur la musique qui est le plus préférée du quartier, si vous avez l'information sur les événements de sport, événements culturels, et tout ça est géré localement par un hub local qui est connecté par LiFi, ça veut dire que vous êtes connecté beaucoup plus rapide que n'importe quel autre serveur puisse le faire avec un système qu'on appelle le Wi-Fi, un système Bluetooth ou un système avec des serveurs, avec des radioondes 5G ou 4G, si vous avez cette rapidité de connectivité et si vous avez la protection des données, eh bien peu à peu, vous allez construire votre pépinière de données. Et les pépinières de données
vont vous permettre de faire un farming, de faire l'agriculture, la culture des données. Et si vous êtes dans une ville ou dans un village, dans une communauté, vous pouvez vous associer avec autres communautés qui ont exactement même stratégie. Et quand vous faites, comme on l'a fait à l'époque avec les coopératives de l'agriculture, on peut commencer à construire des coopératives de pépinières et du data farming qui permet quand même de rassembler des données dans la région où vous êtes. Mesdames et messieurs, l'économie de futur n'est pas une économie d'échelle, n'est pas la globalisation comme nous avons poursuivi pendant 50 ans. L'économie nouvelle est une économie de résilience, c'est une économie où vous êtes capable de répondre aux besoins de base avec ce que vous avez. C'est une économie où vous avez les données dont vous avez besoin chez vous, sur vos serveurs, sur vos systèmes. Et c'est cette transition vers la gestion des données à une échelle locale qui vous permet aussi de démocratiser les revenus qui sont associés avec la gestion de vos données. Nous sommes obligés de gérer nos systèmes, de gérer nos données, et gérer les données, ça ne veut pas dire mining, nous ne sommes pas des mineurs de données, avant tout, nous sommes des créateurs, des générateurs, nous sommes des responsables de collection et de distribution et d'analyse de tout ce qu'on souhaite avoir sans dépendre d'un réseau global. Je pose la question. Jeux olympiques 2024 à Paris. Je me pose la question, si toutes les données du transport public sont gérées en 180 langues parce que facilement disponibles ces systèmes de traduction automatique, et vous faites la gestion en 180 langues de tout le transport à Paris, mais c'est géré par les Parisiens. Et c'est géré à Paris sans intermédiation de Google, sans intermédiation de Bing, sans intermédiation des tiers américains, ni chinois, ni singapouriens, ni japonais, ni allemands. Si vous êtes capable de gérer toutes les informations des 10 millions d'utilisateurs du transport public par jour, par semaine, eh bien, vous gérez une telle banque de données que vous pouvez négocier avec n'importe qui sur les conditions que ces données seront disponibles. Je crois que c'est ça ce que nous avons besoin, c'est de rétablir les règles du jeu. Mais on ne peut pas changer les règles de jeu si on n'a pas fait son effort pour accumuler et créer ces pépinières de données et de faire du data farming, data forestry. C'est ça ce que j'appelle en anglais data forestry, data agriculture. Et je crois que notre force sur le marché est bien entendu seulement imposable quand nous avons la capacité de faire valoir nos expertises dans nos régions avec nos propres données. Mesdames et messieurs, nous avons décidé pendant des années de dépendre des autres. On a, sous la logique de la sous-traitance, sous la logique d'avoir un service gratuit, nous avons laissé les autres à accumuler tous les données. Mais je crois que l'heure est arrivée de dire « changeons les règles du jeu ». Et changer les règles du jeu, ça veut dire que nous devons être capables d'avoir les technologies impliqués. Mais le grand avantage, c'est que nous sommes capables de économiser une énergie au même moment que nous sommes en train de faire ces transitions numériques vers le data agriculture, le data forestry, et bien entendu, ça nous permet de repenser cette économie du futur. Cette économie de futur où nous avons besoin des entrepreneurs. Ce qu'il me manque surtout
c'est pas la technologie. Les technologies dont je vous parle, du 3D, du data agriculture et de tout cela, eh bien, toutes ces technologies aujourd'hui sont disponibles. L'écriture du logiciel n'est pas difficile. C'est-à-dire, il ne nous manque pas du tout les technologies. Ce qu'il nous manque sont les entrepreneurs. Raison pour laquelle je dis que nos propositions de transition numérique et transition énergétique n'ont pas besoin en premier lieu des politiques de l'État, parce que je crois que nous attendons trop de nos chefs d'État, nous attendons trop de nos ministres. Nos ministres et nos chefs d'État ne sont pas capables de s'imposer. La seule manière de faire une transition énergétique et numérique, c'est ce que nous avons des pépinières d'entreprises. Ça veut dire qu'il faut inspirer les entrepreneurs. Les entrepreneurs dont nous avons besoin sont des entrepreneurs qui ne font pas les business plans avec des Excel spreadsheets comme on nous enseigne dans les MBA. Imaginez-vous tout l'anglais que j'utilise dans ces quelques phrases. Nous sommes trop anglophonisés avec tout ce langage de gestion des entreprises et de gestion de l'entrepreneuriat, qu'aussi là nous avons besoin d'une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs pour le bien commun. L'entrepreneur du bien commun reconnaît que l'opportunité de gérer ses propres informations, utilisant une infrastructure de lumière déjà existante, est quand même opérée comme opère la nature. Je l'ai dit déjà, dans la nature, on utilise ce qui est localement disponible. C'est la force de la nature. On répond aux besoins de base de tout le monde avec ce qu'on a. Eh bien, l'entrepreneur du futur, l'entrepreneur du bien commun, est une jeune femme, est un homme qui est capable de faire ces transitions et qui est capable d'imposer ces nouvelles règles de jeu. L'entrepreneur pour le bien commun est un entrepreneur qui est prêt de travailler non pas seulement pour ce que j'appelle le bien commun, mais il est prêt de travailler pour ce que j'appelle la résilience. Je crois que l'époque de Covid nous a enseigné clairement que nous avons besoin de beaucoup plus de l'efficacité. Nous avons fait la preuve de ne pas être capables de prendre soin des milliers de gens qui ont besoin d'un traitement médical à cause du Covid et à cause de notre incapacité d'avoir assez d'unités dans les hôpitaux, nous sommes obligés de faire un lockdown, d'un confinement total. C'est-à-dire la gestion, l'incapacité de gérer, quand même dans une société développée comme la France, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Italie, nous sommes incapables de gérer le flux de malades, eh bien nous impose une chose qui est incroyable dans la vie, le confinement total. Quand moi j'ai un ennemi en commun, il faut que je mobilise tout le monde. Il faut que je travaille sur mon système immunologique. Il faut que je fasse l'exercice tous les jours, que je prends mon vitamine D, que je suis exposé au soleil. Eh bien, nous avons un environnement où on fait le contraire. On a confiné tout le monde, on bloque tout le monde et on casse l'économie. Dans une situation où on casse l'économie, nous avons besoin de résilience. Et comme la résilience est devenue une clarté pour tout le monde, il faut se poser la question, comment est-ce que nous gérons la résilience? Eh bien, mesdames et messieurs, la résilience est gérée, entre autres, grâce à votre pépinière d'informations, pépinière de données, votre data agriculture, parce que c'est grâce à ça que vous gérez tout autour de vous dont vous avez besoin. Comment est-il possible que pour savoir si vous êtes atteint par ce virus si contagieux, il faut faire des tests? Comment est-il possible qu'il faut faire des tests? Il faut quand même regarder l'homme, la femme malade et faire analyse de leur santé. Mais non, pour aujourd'hui, pour prendre des décisions sur le confinement, eh bien, la seule chose qu'on fait, c'est un calcul de nombre de positifs qu'on trouve.
On ne génère pas, comme on ne gère pas ces données, comme nous ne sommes pas capables de gérer les données qui sont importantes autour de nous, nous sommes soumis à une dictature des informations qui est gérée sur une échelle mondiale. Je crois que cette expérience du confinement, cette expérience de la gestion des données unidimensionnelle, c'est seulement le nombre de positifs, c'est unidimensionnel, nous sommes amenés à faire un confinement qui est même approuvé par un président de la République ou par un premier ministre dans un autre pays. Nous avons besoin de la résilience et la résilience dépend de notre gestion de nos données. Et cette nouvelle gestion de données à la perfection dans les 3 dimensions ou même 4 dimensions si on rajoute le facteur temps, c'est quelque chose qui demande des entrepreneurs de la région, les entrepreneurs du terrain, les entrepreneurs de la communauté. C'est-à-dire, nous avons besoin des entrepreneurs qui prennent comme priorité la résilience, avec bien entendu des paramètres d'efficacité en parallèle, mais pour réussir dans ce défi, nous avons besoin d'autres types d'investisseurs. Mesdames et messieurs, pour terminer mon analyse et mes propositions, je dois conclure avec une réflexion sur qui va financer ça. C'est évident que l'État ne le finance pas. L'État finance les entreprises pharmaceutiques, finance les entreprises qui font les tests. C'est-à-dire, il y a des milliards engagés pour un vaccin et pour des vaccins et pour des tests analytiques, mais nous n'avons pas de milliards réservés pour développer une structure d'informatique du 21e siècle basée sur le LiFi, basée sur une démocratisation de l'Internet, basée sur le 3D, basée sur quand même la capacité de nos cerveaux. Alors, si l'État n'intervient pas, qui va intervenir? Eh bien, l'intervention ne peut que venir des investisseurs que j'appelle des investisseurs d'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire, un investisseur d'héritage? C'est un investisseur qui ne souhaite pas avoir un retour financier, un rendement financier à très court terme. C'est pas un fonds d'investissement qui cherche à la clôture de son existence après 7 ans de pouvoir encasser des plus-values qui sont 5, 10, 20 fois plus de ce qu'on a investi. Les entrepreneurs ont besoin des investisseurs d'héritage qui souhaitent participer dans la transition numérique, énergétique et bien entendu une transition sociétale. Ces investisseurs vont travailler pas seulement pour avoir un rendement, mais ils vont travailler parce qu'ils croient que leurs enfants, leurs arrière-grands-enfants, leurs enfants vont se rappeler que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père était l'homme ou la femme et qui a décidé d'investir dans cette grande transition numérique et écologique et bien entendu énergétique. Les investisseurs d'héritage sont des gens qui décident que l'infrastructure du futur est une infrastructure qui est au service de l'humanité, pas au service du capital. Je ne suis pas ni communiste ni capitaliste. Je suis un homme qui regarde la réalité dans ses yeux avec mes 40 ans d'expérience d'entrepreneur. Et avec mes 40 années d'expérience comme entrepreneur, je suis arrivé à la conclusion que nous avons besoin des fonds d'investissement qui répondent aux nécessités de la société sans exiger de retour dans l'immédiat, mais pour exiger des transformations fondamentales. Ça dépasse le impact investing, ça dépasse faire du bien avec notre argent. Nous avons besoin des gens qui sont prêts de s'imaginer une transition fondamentale et sans entrepreneurs et sans investisseurs, mesdames et messieurs, je n'y crois pas. Nous avons heureusement avec notre économie bleue, avec notre fondation
émission zéro. Nous avons heureusement 3000 chercheurs à notre disposition et 1000 entrepreneurs avec qui nous avons monté des expériences les 30 dernières années pour pouvoir conclure cette conférence avec une conclusion positive. Je sais que si c'est difficile, ça prend un peu plus de temps. Mais je sais que quand nous avons décidé de le faire et nous croyons que c'est possible de faire, eh bien, c'est possible de le faire. Si vous croyez que c'est impossible, c'est impossible. Raison pour laquelle je crois dans le futur, parce que je suis convaincu que nous, tous ensemble, vont réaliser que des autres considèrent impossible. Je remercie. Merci, professeur, pour nous avoir éclairé d'économie bleue et en particulier nous avoir rappelé que le premier principe de l'économie bleue, c'est bien de s'inspirer de la nature. Avant de vous proposer une question, j'ai demandé quand même à M. Ange-Frédéric Balma, précurseur du LIFI en Afrique, de nous faire un point en 5 minutes du développement du LIFI en Afrique, puisque M. Ange-Frédéric Balma a mis 2 principes directeurs de l'économie bleue en place, s'inspirer de la nature avec l'utilisation de la lumière, c'est un des principes, et vivre sur son territoire en développant le LIFI dans les villages les plus reculés en Afrique. Monsieur Balma, s'il vous plaît, pourriez-vous nous faire un petit tour d'horizon de la mise en œuvre du LIFI et nous donner un petit peu plus d'explications pendant 5 minutes afin de pouvoir ensuite poser une question au professeur. Merci Ange de votre présence. Merci Christian, merci à tous, merci au professeur pour cette brillante conférence. Je suis Ange-Frédéric Balma, CEO et fondateur de LIFI-LED, qui est une start-up qui a développé la technologie du LIFI en Afrique, qui permet aux zones les plus reculées d'Afrique n'ayant pas accès à la fois à l'électricité et à l'Internet, grâce à la lumière, de bénéficier de ces avantages-là. C'est plus qu'une opportunité pour l'Afrique, simplement parce qu'on est sur un continent de plus d'1,4 milliard de personnes qui, malheureusement, 600 millions à 800 millions de personnes aujourd'hui n'ont toujours pas accès à l'électricité et à Internet. Vous imaginez ce continent en 2050 qui va devenir l'un des continents les plus peuplés du monde, avec près de 4 milliards de personnes d'ici 2050, ça va être monstrueux à gérer en termes de déploiement d'infrastructures et d'investissement sur toute la partie énergétique, mais également aussi la partie numérique. C'est pour ça que nous avons anticipé pour pouvoir mettre à disposition des utilisateurs une technologie qui leur permet non seulement d'avoir cette transition énergétique avec les énergies renouvelables, notamment le solaire, mais également aussi de leur mettre de l'Internet à disposition parce que la lumière devient un relais du signal satellitaire qui gravite autour de la Terre, de telle sorte que chaque utilisateur puisse bénéficier d'Internet. C'est justement le mot du professeur, c'est de démocratiser Internet afin que chaque utilisateur puisse être propriétaire de ses données. C'est décentraliser aujourd'hui l'Internet pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Et pour nous, c'est vraiment notre fer de lance, justement, ce que disait le professeur tout à l'heure, c'est effectivement comment on arrive à tenir face à toute cette situation-là. Donc, la résilience et la résilience doivent être encore et encore nos fers de lance. Et c'est ce que nous, LIFI-LED, appliquons au quotidien à toutes ces populations aujourd'hui qui sont hors du réseau d'électrification, qui sont hors d'accès à l'impact de tout ça. Donc, l'éducation, la formation, comment nous arrivons à leur mettre ces informations à disposition, c'est là où nous avons véritablement réussi à pouvoir le faire. Donc, nous avons commencé cette pépinière d'information, cette centralisation d'information à la mise à disposition de l'ensemble des acteurs en intégrant justement en plus de la technologie du LIFI dans nos candélabres d'éclairage public, dans nos ampoules domestiques, des capteurs IoT qui permettent de capter des informations liées à l'environnement, liées à la qualité de l'air, liées au data farming, justement, pour les mettre à la disposition du grand public
sans toutefois passer par les géants qui dominent aujourd'hui toutes ces informations-là. Et encore, merci au professeur de nous éclairer, de donner des noms et des mots à tout ce que nous faisons au quotidien depuis 2014 pratiquement sur le continent africain. Et nous, notre rêve, c'est de pouvoir arriver à démocratiser toutes ces informations-là à travers le monde, donner l'accès à l'ensemble des utilisateurs à travers le monde entier. Merci. Je vous remercie pour cette beaucoup, brillante intervention et merci également à Christian et surtout à Jean-Pierre pour cet événement inédit. Merci beaucoup, Ange. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir au dernier moment nous rejoindre. C'était vraiment important pour nous de vous écouter. Professeur, tout d'abord, merci pour cette splendide conférence. Elle est vraiment surprenante de réalisme et elle m'interroge quand même sur une des règles ou des principes, on va dire, de l'économie bleue, qui est la règle de changement justement des règles du jeu, des affaires en particulier. Comment est-ce que dans le cadre de cette problématique que l'on a exposée et celle que vous avez mentionnée en conclusion, on peut réellement changer les règles du jeu des affaires? Parce que c'est là aussi un des 3 principes directeurs de votre ouvrage qui m'a beaucoup interpellé. Eh bien, Christian, merci beaucoup pour, avant tout, cette occasion de partager. Je rappelle pour l'auditoire que c'est la première fois que j'ai résumé mes pensées des dernières années dans un nouveau langage où j'utilise les mots comme le data farming et les pépinières de données comme étant vraiment à la base d'une nouvelle stratégie qui nous permet de court-circuiter le système des grands tuyaux qui renvoient toutes les informations vers peut-être 3, 4, 5 utilisateurs et processeurs et mineurs de toutes les données. Je crois que cette opportunité de partager avec vous était au bon moment parce que dans cette période de confinement et de lockdown, il faut que nous repensons la stratégie pour relancer l'économie. C'est-à-dire que si nous sommes d'accord que l'énergie renouvelable du futur, l'énergie durable du futur est une énergie décentralisée, ça veut dire démocratisée. Si nous sommes d'accord que l'agriculture, comme la permaculture, est une approche d'usage de toutes les ressources naturelles locales, ou même on peut faire du city farming, on peut le faire tout près de chez soi pour avoir une résilience et de renforcer les biens communs, et bien dans cette même, je dirais, cette même vague de transition que nous vivons avec l'énergie décentralisée, avec la permaculture, je crois que le data farming s'y inscrit. Et je félicite surtout Frédéric Balma pour ses initiatives en Afrique. Moi, je serai au Sénégal en 2 semaines. Je viens au Sénégal explicitement pour travailler aussi sur ce point-là, parce que l'Afrique a le grand avantage de sauter immédiatement vers une démocratisation qui ne doit pas passer par un 5G, 6G, quoi qu'il soit. Il peut directement passer à cette démocratisation. Mais les règles du jeu, eh bien, moi, je ne vais pas du tout attendre le jour où les parlements décident, où les ministres ou les chefs d'État décident. Je n'attends pas du tout parce que si j'attends le moment que la politique s'engage, eh bien, mesdames et messieurs, on a déjà perdu toutes les opportunités. Il faut démarrer avec les nouvelles règles du jeu. Il faut démarrer dans les communautés, dans les villages, dans les endroits qui sont dans la périphérie. J'insiste toujours, toute transition démarre dans la périphérie. Ça ne démarre pas du tout, ni à Paris, ni à Londres, ni à New York, ni à Dakar. Il faut aller là où il y a la périphérie, où nous avons besoin de répondre aux besoins de base de tout le monde et où la population locale et les leaders communautaires de la région sont toujours prêts de lancer des initiatives. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts de le faire? Parce qu'ils sont prêts de le faire, parce qu'ils en ont besoin. C'est une question de survie. Mais aujourd'hui, l'Afrique a les grands avantages. La périphérie de l'Europe a encore le grand avantage d'être hors des zones d'intérêt des promoteurs de 5G. Eh bien, nous devons être là
où les grands enjeux ne jouent pas. Nous devons être là où les grands ne souhaitent pas être, parce qu'on n'a pas la densité de IoT, on n'a pas la densité des consommateurs qui sont prêts de payer les 100 € par mois pour avoir une connectivité à haut débit. Nous devons être là où les nécessités sont évidentes et le pouvoir d'achat n'est pas présent. Et si vous combinez la situation où les pénuries sont évidentes et le pouvoir d'achat n'est pas présent, là, vous avez toutes les possibilités de changer immédiatement les règles du jeu. Et c'est comme ça que j'ai opéré les dernières 40 ans. C'est toujours en étant sur place, là où tout le monde est prêt d'agir. Et on s'en fiche si c'est interdit. On s'en fiche quand même, parce que la politique n'est pas du tout faite pour servir les gens dans la périphérie, c'est pour prendre soin des gens qui sont au centre du pouvoir. C'est là où j'ai quand même gagné le fameux nom que je suis le Che Guevara de la durabilité. Je ne suis pas le Steve Jobs, je suis le Che Guevara, mais sans fusil, sans tuer quelqu'un, sans révolution dure, mais tout en maintenant ce désir et cette nécessité de répondre aux besoins de tout le monde pour créer cette opportunité d'un développement économique local. Et cette économie locale, avec un effet multiplicateur, nous permet de créer une économie, d'augmenter le pouvoir d'achat et de répondre aux besoins de tout le monde avec ce qui est localement disponible. C'est comme vous l'avez dit au début, Christian, c'est comme fonctionne la nature. Hein. La nature prend toujours soin de ses gens. La nature prend toujours soin de tout le monde. La nature est toujours collégiale, est toujours en symbiose, travaille toujours ensemble. Pourquoi? Parce on fait la promotion de la vie et quand on est engagé pour promouvoir la vie et la santé, eh bien dans ce cas-là, vous auriez une population qui est heureuse et qui est toujours prête de travailler avec vous en changeant la réalité. Merci beaucoup, professeur. Écoutez, le temps passe très vite. Je voulais simplement profiter de l'occasion pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de L'économie bleue 3.0, un ouvrage de plus de 450 pages que j'ai réussi à lire à peine en une nuit, tellement que je suis resté scotché à cette découverte vraiment exceptionnelle d'une autre approche. Et cette économie bleue, on pourrait la comparer à l'océan bleu. C'est autre chose et c'est une autre façon de voir le monde et c'est surtout pragmatiques. Ce ne sont pas des utopies qui sont dans cet ouvrage, ce sont des réalités pragmatiques qui permettent de voir autrement et de transformer notre monde de demain. Je vous encourage tous à acheter cet ouvrage, à le lire. Et maintenant que vous avez un lien direct avec le professeur via notre chat, n'hésitez pas à nous relayer des questions complémentaires. Nous lui ferons parvenir. Je vous remercie beaucoup, Gunther, professeur Gunther Poli et monsieur Ange-Frédéric Balma. Je donne la parole à notre président pour enchaîner. Merci pour votre attention. Merci pour votre venue, professeur. C'est un honneur pour nous. Merci à vous. Jean-Pierre, il faut réactiver ton micro. Oui. Merci Gunther pour cette conférence vraiment intéressante. Je note pour Che Guevara, on mettra bien ça au point maintenant. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour la prochaine conférence, la prochaine table ronde. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer à Dakar Ibrahima Diagne de Guindé 2000, qui est un de nos administrateurs et qui est intervenu ce matin à la première table ronde. Ange, merci. Ange-Frédéric Balma, merci de nous avoir rejoints de Côte d'Ivoire. Ton point de vue est également extrêmement intéressant et j'espère qu'on te reverra bientôt. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, maintenant directement tout de suite, puisque la conférence suivante, qui est la conférence de Jean Pichon sur l'introduction à la responsabilité sociétale des organisations, va commencer à 15 h. Donc, Régie, si vous pouvez lancer la suite. Merci.